L'océan a ses coups de gueule. À la pointe de la Bretagne, la mer révèle sa puissance et sa beauté hostile. À regarder ainsi l'impressionnant spectacle de la furie des éléments, on en oublierait presque le danger. La tempête fascine, fantasme sauvage pour les terriens et menace tragique pour les marins. Au bout du Finistère, des hommes font preuve d'humilité et de courage pour pêcher un poisson noble dans les courants du Raz de Sein. D'autres, intrépides chasseurs de tempêtes, traquent le mauvais temps et les plus grosses vagues pour aller au bout d'eux-mêmes et de leur désir d'absolu jamais assouvi. Est-ce que tu vas pas jouer là? S'il y a le moindre souci, tu finis dans les blocs. Chaque hiver, la tempête fait trembler la Bretagne. Terminus d'écume et de roches noires, offert au mouvement de la lumière et des courants. Le Raz de Sein est un détroit minuscule, 6 km entre la pointe du Raz et l'île de Sein. Pour les marins, c'est l'endroit le plus périlleux de Bretagne, le plus mythique aussi. Deux fois par jour, la surface de l'eau se transforme en tapis roulant. La force des marées génère ici un des courants les plus puissants d'Europe, quand la mer d'Iroise et la Manche se vident et se remplissent. Le Raz de Sein est un torrent immense qui se heurte à une barrière de roches sous-marines où ne s'aventure qu'une poignée de courageux. Si le phare de la Vieille pouvait parler, il témoignerait de la violence et de la brutalité dont est capable l'océan. La plupart du temps, le spectacle du Raz de Sein se joue à huis clos. Il n'y a plus de gardien dans le phare depuis longtemps. Ce jour-là, les hommes de la Véleda sont venus récupérer les derniers locataires du Raz de Sein. Les gardiens du phare, marins immobiles, étaient aux premières loges. Pour eux, le rideau est tombé définitivement en décembre 1995, lors de la dernière relève. Ils étaient les anges gardiens du Raz de Sein et des pêcheurs de l'époque. C'était plus sympa quand les gardiens étaient là. La porte était ouverte, une ou deux fenêtres, et on les voyait descendre, remonter. Une présence. Maintenant, la porte est tout le temps fermée et le coin est encore plus hostile. Seuls les pêcheurs sont restés. Depuis 40 ans, quelques hommes audacieux travaillent dans ce bouillon d'écume et de cailloux, au péril de leur vie. Eh oui, on se fait peur. Par moments, ça fait même très peur. Olivier Mével est une des gueules d'embrun de la Pointe. Un marin à la tête dure, aristocrate de la pêche. « 6 mois par an, il traque le bar,
Un poisson noble, le plus cher et le plus précieux de toutes les espèces pêchées le long des côtes françaises. La noblesse du métier, c'est plus le fait d'être vraiment en contact avec les éléments, quoi. C'est surtout ça le truc, quoi. Pour faire ce métier-là, il faut aimer déjà la mer à la base et être courageux un petit peu aussi, parce que ça reste quand même, le métier de marin-pêcheur reste quand même un métier difficile et dangereux, quoi. Surtout dans les zones comme le Ralstin où on va, c'est des endroits où vraiment il faut connaître et il ne faut pas s'aventurer là-bas par hasard. Olivier est le patron de Mundaka. Il fait partie du club restreint de ceux qui narguent les déferlantes du Raz de Seine. Ils ne sont qu'une dizaine à venir ici. Pas de place pour les amateurs, seulement pour les plus aguerris. Sur son petit bateau, Olivier ne peut compter que sur lui-même. Une main pour la ligne, l'autre pour le bateau, et les yeux partout. Il faut négocier le passage du bateau et surtout pas se retrouver en travers des vagues, quoi. C'est là que le bateau est le plus faible. Il faut vraiment soit descendre arrière dedans ou bien soit vraiment faire un demi-tour sur place et présenter l'avant du bateau face aux vagues. C'est là qu'on court le moins de danger. La plupart des gens sont du coin et il faut vraiment très bien connaître. On peut pas arriver comme ça là en n'ayant pas une connaissance minimum du terrain et de la mer. C'est des endroits vraiment dangereux. Il y a eu énormément d'accidents et c'est vraiment un métier qu'il faut faire vraiment avec rester humble par rapport à la mer et pas prendre de risques quand la mer est trop mauvaise aussi. Olivier est un artisan de la mer, respectueux de ce qu'elle lui accorde. Le travail de ligneur est un duel entre l'homme et la nature. C'est aussi un métier de moine qui se pratique du lever au coucher du soleil. Les bars se pêchent un par un, à l'usure, en silence. Et quand la houle se forme, le Raz de Seine devient un chemin de croix vers un enfer d'emprunts. Après des études de biologie marine, Olivier aurait pu se retrouver dans un laboratoire. Mais il a préféré la quête du poisson au reflet d'argent, le poisson roi en Bretagne, le bar de ligne. Aujourd'hui, la mer est impraticable. Casse-bateau et brise-bonhomme. Le sang d'Olivier bat au rythme des coups de vent. Les éléments ont toujours le dernier mot. Sans jamais se le dire, Olivier n'oublie pas que des hommes ont perdu la vie ici, dans le Raz de Seine. La pêche n'est pas un jeu. Notre-Dame des naufragés est là pour rappeler aux marins les règles de la partie qui se joue à ses pieds. On est toujours sur le qui-vive parce que le poisson est là et
Et il faut aller le pêcher quand on peut sortir. Quelquefois, on est plusieurs jours sans aller en mer. Et dès qu'on peut faire une sortie, même à la demi-journée, on va regarder la mer. Tiens, aujourd'hui, c'est bon, il y a un créneau. On prend le bateau, on y va, quoi. Et la pêche peut se faire en 3-4 heures de temps. On peut tomber dessus et puis faire notre pêche de la journée, quoi. Au petit matin, après 2 jours à quai, Olivier peut enfin quitter le port d'Audierne, situé à moins d'1 heure de mer du Raz de Sein. Il ne suffit pas d'aimer l'incertitude de la pêche pour pratiquer le métier de ligneur. Il faut avoir le goût du combat et du sacrifice. Seul à bord de Mundaka, Olivier est concentré comme un boxeur avant de grimper sur le ring. Un boxeur qui serait en même temps champion de rodéo. Il va falloir donner des coups, en prendre, en esquiver et se laisser glisser pour mieux riposter. On attend qu'il y ait des oiseaux qui viennent travailler en surface et c'est signe que le bar, en fait, qui est un prédateur, vient chasser les maquereaux et les sardines qui montent en surface. Et nous, on doit passer notre ligne à l'intérieur. Et en passant là, dans les vagues, là, il y a une sorte de seuil là, de marche de 3-4 grosses vagues qu'il faut passer. Et il ne faut surtout pas se retrouver en travers. Et surtout faire très attention là. On n'a pas le droit à l'erreur. Attention, il faut surveiller les autres bateaux, il faut faire attention les uns aux autres et en même temps passer au bon endroit pour essayer d'attraper un poisson. Là j'en ai un d'ailleurs. Si c'était si facile que ça, il n'y aurait plus de poissons dans la mer depuis longtemps, on va dire, quoi. Tout serait ramassé. Donc ça fait partie aussi du jeu et ça fait partie aussi que le poisson a ses chances. Chaque jour passé en mer est une victoire pour Olivier. Malgré les risques et le danger permanent, il a appris à contempler le monde maritime qui l'entoure et à s'affranchir des contraintes d'une vie dure, mais qu'il a choisi. J'ai fait ce métier-là par passion, pour la mer, quoi. Je pense qu'il faut être passionné pour faire ce métier-là parce que on passe énormément d'heures. Par contre, on est sur l'eau, on a une grande sensation de liberté. C'est la météo et le poisson qui dictent sa loi, quoi.
C'est vraiment un endroit magnifique et naturel. Et la pêche, en fait, c'est un homme, un bateau, une ligne. C'est vraiment un métier pur et c'est vrai que c'est un métier vraiment impressionnant. Nous, maintenant, on s'en rend plus compte parce qu'on vit ça tous les jours et on est vraiment dedans et on fait notre métier par passion. Et dans un site comme la Pointe du Ross, c'est vraiment extraordinaire d'exercer ce métier-là. À observer le raz de Seine, on peut oublier le danger qu'il représente. Pourtant, cette beauté ne doit pas effacer la noblesse des hommes qui s'y mesurent. La furie de temps, comment on appelle ça? C'est quand ça commence à souffler à force de 9 jusqu'à 12, quoi. On a eu au large de Ouessant, à l'entrée de la Manche, des creux de 20 mètres. Hein. Et on a fait des sauvetages avec des creux de 20 mètres. Ah bah oui, bah ça rappelle des bons souvenirs, hein. Ça c'est sûr. Ça m'arrive de rêver à ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin bon. Et j'embarque à bord et non pas avec l'âge de 50 ou 55 ans avant de prendre ma retraite, mais à 75 ans comme j'ai maintenant. Et voilà, c'est bizarre. Bon, ce n'est qu'un rêve. Voilà. Bon. Jean Bulot est capitaine tempête. Il a commandé un bateau mythique, l'Abeille Flandre, remorqueur de haute mer, capable d'affronter les pires conditions au large de la Bretagne pour venir en aide aux navires en détresse. Jean remonte le sillage de sa vie de marin, là où ses aventures de sauveteur ont balisé son parcours. Avec les hommes du bateau de sauvetage du port de Port-Salle, Jean file vers le chenal du Four en mer d'Iroise, là où une catastrophe maritime a fait basculer son destin. C'est dans ces parages truffés de récifs que son histoire de sauveteur a commencé. À la fin des années 70, quelques jours après l'un des plus importants naufrages survenus sur les côtes bretonnes, celui de l'Amoco-Cadiz. Ce pétrolier de plus de 300 mètres de long s'est brisé en deux, ici, déversant des milliers de tonnes de pétrole. Il faut s'imaginer, quand tu vois ça, là, des ferlandes là, sur les roches, il vient toucher les roches, un bateau qui est privé, qui est à la dérive, et puis qui va se foutre sur les cailloux. Là. Ah, et non. Heureusement qu'à la Moco, il faisait nuit, ils n'ont pas vu ça. Ils auraient tous sauté à l'eau avant d'arriver. Attention quand même derrière, hein, il y a pas de déferlante. Pour Jean, c'est un symbole de revenir ici au-dessus de l'épave du pétrolier, souvenir d'une colère noire. En somme, c'est le naufrage d'un bateau qui a changé la vie du commandant Bulot. Pour que la mer n'ait plus le goût du pétrole, il est devenu sauveteur, commandant du premier remorqueur de haute mer basé en Bretagne.
Écrites à la plume, trempées dans l'eau de mer, les aventures ne s'oublient pas. L'histoire de Jean se confond avec celle des capitaines au long cours et des caporniers. 400 ans, 16 générations de navigateurs ont forgé son caractère. Devenu écrivain, c'est dans ses expériences qu'il puise la matière de ses histoires. Infatigable conteur du monde maritime, Jean a le regard océan et la mémoire salée. Son prochain livre l'emmènera encore sur ces terres de brumes et de phares. C'est sur l'île de Molène que Jean va partager ses souvenirs de tempête et de sauvetage. Il est accompagné de Christophe, un projectionniste. Aujourd'hui, dans l'unique école de l'île, où 13 enfants sont scolarisés, il y a cinéma. Depuis la catastrophe de la Moko Cadiz, il surveille le passage des navires au large d'Ouessant. Jean veut transmettre aux plus jeunes les valeurs humaines portées par le sauvetage en mer. On prend des gros risques, surtout pour les hommes qui sont sous la plage arrière. La plupart du temps, ils ne voient pas la déferlante arriver parce qu'ils sont occupés à faire autre chose. Donc il y a le vieil adage, une main pour soi, une main pour le bateau. Et puis quand quelqu'un voit quelque chose, il communique par signe, si vous voulez. Hein, ou par coup de gueule, parce qu'il y a tellement de bruit derrière, avec le bruit des moteurs, des hélices, le vent, etc., que c'est même pas la peine d'essayer de discuter avec eux avec une VHF ou par haut-parleur, ils n'entendent rien du tout. En plus de ça, c'est dangereux parce qu'ils sont pas assurés, ils sont pas amarrés, ils n'ont pas de harnais, ils n'ont pas de bout. Il faut qu'ils se déplacent sur toute la plage arrière. Et il suffirait qu'à un moment donné, qu'il y ait un gros paquet de mer qui recouvre tout l'arrière, les gars sont ballottés. À ce moment-là, les fils d'acier qui sont derrière fouettent. Le type ne peut pas se dépêtrer et il peut être coupé en deux ou être éjecté par-dessus bord. Le remorqueur intervient dès qu'un navire est en détresse. Du capitaine au matelot, on dit que ces marins sont capables de mettre leur vie en danger pour sauver celle des autres. Héros anonymes au cœur des tempêtes. Au cours de sa carrière de marin, Jean a porté assistance à 200 navires en difficulté. Est-ce qu'il y avait des sauvetages qui étaient compliqués ou pas? Oui, chaque sauvetage pratiquement était très compliqué parce que c'était dans le mauvais temps. Et en 15 ans, j'ai fait, avec mon équipage, parce qu'un commandant, un capitaine de bateau, s'il n'a pas d'équipage, il n'existe pas. Hein. Bon. Quand un bateau demandait assistance, c'est qu'il était en difficulté, donc on regardait pas la question de temps, on regardait pas si c'était un petit, si c'était un gros. L'essentiel, c'était de sauver l'équipage d'abord et puis le bateau après. Entre le continent
les îles de Molène et Ouessant, Jean poursuit inlassablement son voyage. À la passerelle d'un navire, il se sent comme chez lui. Il y a passé sa vie. Je passe canal 79. Abeille Bourbon, des Frauveurs de... L'approche de Ouessant est un sacré clin d'œil de l'histoire. L'abeille Bourbon, le remorqueur qui a remplacé l'abeille Flandre, est au mouillage à l'abri des falaises de l'île, paré pour une prochaine tempête. Là, vous voyez, on est face à Molène, à l'archipel de Molène, avec le phare de Quéréon. Hein. C'est ce qu'on appelle le passage du Frauveur, entre Ouessant et l'archipel de Molène et puis Quéréon. C'est un coin qui est, comme on dit vulgairement, qui est mal pavé, beaucoup de hauts-fonds, de roches, etc., de courants et de mauvaises mers. Une zone très dangereuse, donc à Saint, bon, vous avez la Vieille, hein, dans le Raz de Saint. Bon, vous avez Armen au bout de la chaussée de Saint. Hein. Après, vous avez les pierres noires qui vous évitent de passer sur la chaussée de Molène. Donc tout ça, c'était des phares mythiques. Hein. Les gardiens de phare, on rendait compte, passer une semaine, 2 semaines là-dessus, et des fois plus, parce qu'ils ne pouvaient pas être relevés à cause du temps. Hein. Bon, là, encore aujourd'hui, ça va à peu près, mais c'était physique. Hein. Puis il fallait voir le moral aussi pour rester là-dedans. Moi, personnellement, je préférais être sur l'eau que dans le phare. Hein. C'est à se demander comment les phares tiennent encore debout lorsque le vent démolit la mer. Autour des îles du Finistère se trouve une des plus grandes concentrations de phares en mer et d'épaves englouties. Ouessant est surnommé l'île Sentinelle, preuve s'il en est du danger que ces récifs ont toujours représenté pour les marins. Le plus imposant, le Créache, domine les falaises et la brume du haut de ses 55 mètres et éclaire toujours la route des navires au large de la Bretagne. Dans ses livres, Jean pousse des coups de gueule contre la folie des hommes, les marées noires et les marins qu'on abandonne. Le commandant Bulot n'a jamais quitté la communauté des gens de mer. L'hiver, il s'isole pour écrire. Depuis son havre de paix sur une petite île du golfe du Morbihan, il mélange ses souvenirs à des histoires qu'il invente. Le marin écrivain n'évoque rien d'autre que l'aventure d'hommes et de femmes confrontés aux colères du temps et de la vie. Une évidence pour ce marin de légende, surnommé Capitaine Tempête. On travaillait avec le pire des temps, le pire des conditions météo, dans le mauvais temps, etc. Et à chaque fois, on ramenait des bateaux qui étaient soit en détresse, soit en difficulté. On les ramenait à Brest, à Cherbourg, à chaque tempête, et on m'appelait Capitaine Tempête. Voilà, c'est venu de là. Là, je suis bien, là, je suis impeccable, et puis ça me rappelle des souvenirs, voilà. Il y en a qui préfèrent avoir un temps de curé, moi je préfère avoir du vent, et que ça bouge.
C'est comme ça, je suis né le cul dedans et je mourrai le cul dedans aussi. Tempête, force 10. La Bretagne fait le dos rond et la mer balance des avalanches d'écume à des hauteurs impressionnantes. Quand le vent s'époumonne, la valse du ressac n'a plus aucune limite. Ce coup de tabac est la première alerte sérieuse d'un hiver comme tous les autres. Il arrive qu'à l'extrême ouest de la Bretagne, les tempêtes se succèdent pendant des jours et des nuits. Quand tout le monde se protège de cette furie du temps, seule une poignée d'hommes avides de sensations fortes saura affronter les déferlantes. Les gens vivent avec ça, ils vivent au rythme des dépressions, des tempêtes. Seulement, aujourd'hui, on apporte un regard différent sur ça. C'est-à-dire que les gens d'ici, ils ont tous perdu quelqu'un en mer. Dans le temps, c'était des familles de pêcheurs. Ils ont un rapport avec l'océan qui est assez rugueux, en fait. Pour eux, c'est pas vraiment synonyme de plaisir. Chaque fois qu'ils nous voyaient sur la plage, les anciens, ils nous disaient « Oh là là, mais faut pas aller en mer aujourd'hui, c'est dangereux ». Donc on a apporté un regard autre sur l'océan, qui était généralement synonyme de tempête, mais du côté obscur, quoi. Dans ce bout de Finistère, Bruno André est une figure à part. Il est à la poursuite des soubresauts de l'océan. Bruno a posé ses valises il y a 20 ans, à la pointe du Cap Sizun. La Pointe du Raz, c'est un endroit vraiment rude, de par sa forme, hein, tous ces cailloux acérés, c'est assez austère, c'est assez noir, c'est assez gris. Mais ça peut devenir à la fois magnifique dès qu'on a des contrastes entre du mauvais temps comme aujourd'hui, il y a un rayon de soleil qui va percer, et là toutes les couleurs, en un claquement de doigts, vont passer du noir obscur un peu effrayant à un paradis sur terre, à savoir une eau verte avec les moutons sur l'eau qui vont blanchir. Ça fait vraiment un paysage, un vrai tableau vivant. Bruno a l'humilité des gens du pays. Il y a 2 ans, il a dû affronter la véritable tempête de la vie. Et c'est la mer qui l'a sauvé. Je suis passé d'une vie de rêve de windsurfer professionnel, voyager, prendre du plaisir chaque jour sur l'eau, à un lit d'hôpital, hospitalisé pendant 2 mois avec un organe en moins, enfin un organe, 2 reins en moins.
Et là, on m'a dit, c'est fini. Et là, je me suis rendu compte que ça pouvait finir, mais en tout cas, je ne l'ai jamais accepté. Et je me suis dit, ok, ça va se finir un jour, mais pas comme ça, quoi. Bruno a bénéficié d'une greffe de rein donnée par sa sœur. C'était il y a plus d'1 an. Grâce à sa rage de vivre et à l'énergie qu'il puise chaque jour dans l'océan, il n'a pas renoncé à sa passion. Tous les habitants du Cap Sizun connaissent sa vieille 4L. Quelle que soit la météo, il sillonne les routes de la pointe à la recherche de la vague parfaite. Aujourd'hui, Bruno doit retrouver un vieux copain, Antoine, comme lui, fou de windsurf. Salut Antoine! Bruno! Ça va quoi? Ouais, nickel. Bon, t'en vois un peu là? Bah ouais, il y a quelques bonnes séries quand même. Hein. Allez, c'est annoncé, hein, c'est bon, hein, ça va. Là, ça va envoyer du lourd, je pense. Ça a l'air bien costaud. À l'aise. Regarde la série. Alors là, il y a un regarde. En plus, il y a de l'épaule aujourd'hui, là, regarde ça. Non, c'est bien. Puis le vent, non, mais le vent est en train de tourner, hein, ça va être bon maintenant. De mieux en mieux. Ouais, c'est clair. Bon, ça mouille un peu, mais c'est pas grave, hein, on va pas s'arrêter sur ça. C'est excitant parce qu'à chaque fois, c'est un petit peu, il y a une part de découverte. Comment est-ce que ça va être aujourd'hui? Est-ce que je vais être en forme? Est-ce que, comme on dit souvent pour rigoler, est-ce que le plan d'eau va vouloir de moi aujourd'hui ou est-ce que je vais me faire jeter dès la première vague? Voilà, il y a un rapport qui est assez profond. Ouais. Ce jour-là, dans la baie d'Audierne, le vent et la houle vont leur offrir des conditions parfaites. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'on n'est jamais plus fort que la nature, on n'est jamais plus fort que le vent. Par contre, il faut apprendre à faire avec, à jouer avec. L'idée si c'est pour se battre contre la nature, on sera toujours perdant parce que ce sera toujours la vague la plus grosse qui aura le dernier mot, le vent le plus fort qui aura le dernier mot. Donc l'idée, c'est de nous adapter aux conditions et de créer une osmose en fait entre l'homme et la nature à ce moment-là. À un moment, je me suis dit que je ne m'étais pas rendu compte de la chance que j'avais vraiment. Ça m'a permis justement peut-être d'ouvrir les yeux et de me rendre compte que j'avais vraiment beaucoup de chance. Et maintenant, je profite de toutes ces choses-là vraiment différemment. Je les apprécie beaucoup plus qu'avant. Donc quelque part, c'est dans le malheur, j'en ai tiré un enseignement profond. Bruno a su faire face à la maladie comme il le fait avec la mer. BMS, code numéro 15. 4h36 temps universel. Annule et remplace le BMS numéro 14. Le BMS, bulletin météo spécial. Comme une rengaine, il annonce que le coup de vent n'est pas terminé. Samedi 10 janvier à 6h temps universel au moins. Vent, ouest à sud-ouest 7, parfois 8 en cette fin de nuit et la nuit prochaine. Rafale, de Pinmar à Belle-Île. Valable du vendredi 9 janvier à 21h UTC au samedi 10 janvier à 6h temps universel. Vent, ouest à sud-ouest 7. Sur l'eau ou dans les airs, les chasseurs de tempêtes sont les uniques témoins de la violence des éléments, gladiateurs de la mer et du vent. La côte bretonne, elle est tellement belle, quoi. Et en plus, là, elle est sublimée par la météo. C'est un vrai bonheur d'être là en l'air. On a des métiers d'exception. C'est pas donné à tout le monde de voir ça et de pouvoir y aller avec ce temps-là. Héroise Foxy, ma papa, rebonjour, on passe whisky vers la baie des Trépassés, un whisky de Quimper.
Lima Papa, rebonjour, identifié radar. Donc rappel en finale sur la baie des Trépassés. Reçu, je rappelle en finale le BD trépassé, Fox Lima Papa. Aux commandes, Thierry le pilote n'a pas son pareil pour mener son hélicoptère dans les conditions de vent extrême. Jean-René Kérusoré, lui, est toujours sur le qui-vive en hiver, la saison qu'il préfère. Depuis 10 ans, il guette les tempêtes, avide d'immortaliser des images de gros temps. Et on est actuellement sur le phare de la Vieille pour travailler. Bon, on va travailler entre 150 et 500 pieds mer. Le tour de la Vieille, dans 20 minutes, on se pose à l'île de Saint. Oui, bien pris, Lima Papa, et vous me rappelez sur l'île de Saint. Je vous rappelle en finale sur l'île de Saint, Fox Lima Papa. Regarde, c'est massif, hein. Oh la vache. C'est beau, hein? Ouais, c'est massif. Oh la vache. Au revoir. D'ailleurs, celle qui arrive, là. Oui. Elle est pas belle, la vie? Ouais, elle est pas mal, ouais. C'est rare qu'on ait aussitôt autant de lumière que ça, hein. C'est bien, hein? Et enfin, c'est beau. Je regarde entre une droite, la plate qui va rentrer dedans. C'est cher. Ouais, super. On ne sait jamais ce qu'une tempête réserve, tant qu'on ne l'a pas sur le dos. Seuls ces deux privilégiés intrépides sont là pour contempler la mer dans tous ses états. Direction l'île de Saint, au large de la Pointe du Raz. Chasser les tempêtes, guetter les coups de vent, drôle de métier, de patience et d'intuition. L'île de Saint, d'abord, c'est merveilleux. C'est un endroit sublime, c'est vraiment le bout du monde. C'est un endroit sauvage, magnifique. Et puis, c'est un privilège d'être là, de pouvoir regarder cette nature géniale, quoi. C'est beau. Là, on s'est posé parce que ça se recouvre. Il y a un trou de bleu derrière. On va redécoller dans le bleu. Et puis après, il y aura encore un grain. C'est des successions. Il faut s'intercaler entre les trains de grain. Dottore. C'est le docteur? Docteur. Docteur en exercice. Mauvaise maths, comme on dit chez toi. C'est sûr que nous, on est là, on regarde. Et ceux qui vivent là et tout ça, ils savent ce que c'est. Et c'est répétitif l'hiver, c'est du vent, de la flotte, du vent, de la flotte. Donc c'est pas drôle pour eux. Nous, on est privilégiés, on a juste un regard à poser là-dessus. Mais c'est très beau. Café, restaurant, ça doit... Dans les airs comme sur la terre, leur complicité dure depuis plus de 10 ans. Bon, allez. Il faut de la connivence et une confiance mutuelle pour voler dans toutes les conditions. Jean-René est surnommé Kéru, souvenir d'une époque quand il parcourait la mer et gagnait sa vie avec des tours de magie. Donne-moi un nombre entre 1 et 10. 8. 8. Regarde bien, je prends. 2, 4, 6, 8. C'était quoi la carte que tu avais choisie? C'était quoi la carte? Tu t'en rappelles? Ouais. Retourne. Normal. Bon, ça fera... Là, j'avoue que j'ai rien vu. Voilà, monsieur le cocher, on va peut-être pouvoir aller voler maintenant. On va aller voler. Ça a l'air de monter un petit peu. À Saint, il n'y a que 130 habitants en hiver, qui vivent au rythme des liaisons avec le continent. Plusieurs mois par an, l'île reçoit de plein fouet les dépressions de l'Atlantique. Quand c'est pas beau pour les gens d'ici, c'est extraordinaire. On a vécu des moments ici avec Thierry. On n'a toujours pas revécu. En 2007, il y a eu une tempête énorme. Les conditions étaient dantesques, 12 mètres de houle, plus de 50 nœuds, 60 nœuds de vent. C'était terrible. Mais c'était beau. Le vent souffle à 100 km/h. Kéru et Thierry partent en direction du nord de la mer d'Iroise, à une cinquantaine de kilomètres. Pour les images, c'est le condition typique de belles images, parce qu'on a une belle lumière, de belles conditions de vent. La couleur de la mer est superbe, mais c'est très sauvage, quoi. Au pied du phare de l'île Vierge,
les conditions sont exceptionnelles. L'hélicoptère a rendez-vous avec d'autres fous de tempête que Kéru veut absolument filmer. Thomas Traversa est arrivé de Marseille le matin même pour se mesurer à la tempête bretonne. Thomas est un grand windsurfer, champion du monde de vagues. T'as un gros mètre 50, 2 mètres d'eau devant. Ok. Je dirais que c'est la limite maxi, tu vois, ce caillou-là. Ouais. Tu vas pas plus loin. D'accord. Tu évolues en prenant une marge de sécurité parce que tu vas pas jouer là. Ouais, s'il y a le moindre souci, tu finis dans les blocs. Il y a juste derrière une petite baie, éventuellement, qui peut te permettre de rentrer à la nage. Et en fait, le problème, c'est qu'en plus de la houle, on a un vent fort qui vient un peu de mer, donc qui déforme un peu tout. Je vais essayer de me placer là où il faut pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Mais ça va le faire. C'est sûr que c'est pas net évident, mais Mick m'a bien expliqué. Je sais là où il faut pas aller déjà, c'est le plus important. Après les vagues, j'ai l'habitude, mais ouais, nouvel endroit, tu as des cailloux partout, c'est vraiment ce qu'il faut faire attention parce que en 2 secondes tu peux te retrouver au mauvais endroit et te faire mal pour rien. Donc. Il faut vraiment avoir envie de se mettre à l'eau en plein hiver. Thomas a conscience des risques qu'il prend pour naviguer dans les cailloux de l'île Vierge. Mais il veut tenter le coup, même dans une eau à 14 degrés. Frêle silhouette au milieu d'un torrent d'écume. Dans cette mer complètement désorganisée, Thomas enchaîne les sauts pendant plus de 2 heures. La vague là, que pour le moment on voit pas clairement, elle casse que vraiment quand il y a des grosses houles comme aujourd'hui. Il y a peu de gens qui la naviguent. La houle elle est grosse, on le voit, ça casse super loin. Et je pense que la houle elle est autour de 6-7 mètres, même plus haute. Les vagues là-bas, je pense qu'elles peuvent atteindre 7-8 mètres. Avec Thomas, la planche à voile n'est plus un sport, mais une chorégraphie. Fragile danseur, il dessine des arabesques entre le ciel et la mer et s'amuse de la folie d'un océan démonté. Malgré le froid et la nuit, Thomas profite des dernières lueurs jusqu'au bout. Pour Kéru et Thierry le pilote, la mission Tempête se termine à la pointe de la Bretagne. Thomas a signé un pacte avec la houle. Ce soir encore, les vagues lui appartiennent.